Je vous écoute. Vous avez envie de travailler sur quoi en particulier? Héloïse, Paul, tu peux, dites-moi. Il y a un chapitre en particulier, des exos à faire, enfin un type bac, il y a un truc vraiment que vous n'avez pas compris, je sais pas, dites-moi. Allô? Le i égale, etc., log de machin, etc. Ok. Héloïse, elle est de retour. Ok, donc Paul, il me demande de bosser sur le son. Je suppose que ça te va, Héloïse. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran, comme ça, vous pouvez voir ce que je dessine, parce que dessiner sur le truc, c'est trop galère. Donc, je dessine avec Paint, là, et puis comme ça, voilà. Alors, le son. Donc déjà, le son, je vous mets là, comme ça, vous pouvez discuter si vous avez des questions. Le son, donc vous avez vu que c'était une onde. C'est une onde, en fait, qui est un déplacement. En fait, on le représente comme un dessin comme ça, mais en réalité, c'est une compression des molécules d'air qui sont très comprimées par un endroit dilaté, puis comprimé, puis dilaté, puis comprimé, etc. Et donc, en fait, si je représente ça par une onde, ici, je vais avoir un maxima, un minima, un maxima, un minima, etc. D'accord? Ça, c'est le son. Donc, quand on a, en gros, c'est une compression. Le truc, c'est que le son, c'est une compression de l'air et c'est donc une certaine puissance. C'est-à-dire, c'est une puissance, une intensité en watts par mètre carré. Qu'en fait, le son, quand il va arriver sur une paroi, le son va arriver sur une paroi, il va appuyer sur cette paroi. Et plus cette paroi est grosse, plus la puissance va être diffusée. En fait, on va pas parler de puissance, on va parler d'intensité. Et l'intensité, elle se mesure en watts par mètre carré. Et le I est 0, etc. Le truc, c'est que lorsque vous passez d'un son moyen à un son très fort, en fait, l'intensité sonore, lorsque vous passez par exemple d'un petit bruit de vent à une voiture qui passe à côté de vous, le son il peut être multiplié par 1 million, voire 1 milliard. Et donc, c'est très très chiant de faire une échelle avec un truc comme ça. Donc, on a inventé une autre échelle qui s'appelle l'échelle du niveau sonore. Et cette échelle, elle se mesure en décibels. En décibels. Alors, cette échelle, elle s'écrit IL, donc c'est en décibels, hein, je vous rappelle. C'est 10 log de I sur I0. Alors, I0, c'est quoi? C'est qui arrive. Bon, il y a Elous qui se reconnecte, Coralie qui arrive. Alors, I0, en fait, I, c'est l'intensité c'est l'intensité du truc. Donc, par exemple, l'intensité en watts par mètre carré de votre truc, de votre signal, de votre son. Le truc, c'est I0. En fait, c'est le seuil minimal d'audibilité. En fait, cette formule-là, elle a surtout été fabriquée pour l'homme, hein. Donc ici, c'est la puissance, on va dire l'intensité minimale perceptible. Minimale perceptible. Écrit quoi là? Oula. Ouais, perceptible. Et donc du coup, l'intensité minimale perceptible, on l'a noté 1 10 puissance. Oh, j'ai un trou. Moins 12, non? J'ai un trou. Ouais, c'est moins 12, je crois. Pour vérifier, mais j'ai un petit trou là. Je sais plus si c'est moins 12 ou moins 16. Je l'ai fait 200 fois, mais je vais pas dire de bêtises. Tac, 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 tac. I0, c'est Hmm, euh, 10-12, ouais, c'est bon, ça fait derrière. A dit qu'il pouvait pas, qu'il a pas reçu les mails, son adresse est pas bonne. Ah! Bon, bah, tant pis. Bah, de toute façon, il regardera la vidéo s'il veut, y a pas de souci. Donc ici, voilà, ça c'est la formule générale. Alors là, le truc, c'est que ça c'est la formule générale, mais maintenant, on va faire des petits exos pour vous expliquer. Alors, exemple, qu'il y a toujours les exemples qui commencent. Exemple, on a une intensité sonore de watts par mètre carré. Et on veut savoir ça correspond à combien de décibels. Donc pour faire dans ce sens-là, bah, c'est pas compliqué, on prend la formule, on l'applique. On fait 10 fois log
fois, alors, entre parenthèses, pas fois, pardon, log 2. Voilà. Ah, log 2, alors je vais mettre en pinceau, ce sera plus gros, de i sur i0. Et donc i sur i0, c'est 1 sur 10 puissance moins 12. D'accord? Et donc finalement, ça fait 1, pour rappel, c'est 10 puissance 0. Les puissances, quand elles sont divisées, ça se soustrait. D'accord? Donc ici, on se retrouve avec 10 log de 10 puissance 12. C'est des maths. Ouais, c'est bon, je choque personne. Et donc, se fait du 10. Et l'intérêt du log, c'est que le log décimal, le log ne part. C'est un petit point maths rapide. En maths, vous avez dû voir les exponentielles. Et donc, en fait, ln d'exponentielle x, ça valait x. C'est-à-dire que la fonction logarithme népérien, c'est la fonction inverse de la fonction exponentielle. Enfin, quand vous avez 10 puissance x, il y a une fonction qui annule le 10 puissance. Cette fonction, ça s'appelle le logarithme décimal. C'est pour ça que c'est un logarithme décimal, parce que ça annule la fonction 10 puissance x. Et donc, ça vaudra x. C'est le petit rappel de cours. On va pas rentrer dans le détail, hein, mais il y a des logarithmes 2, des log 3, des log 4, etc. Et on peut faire tout ce qu'on veut. Mais ce qu'on utilise très souvent, c'est le log népérien qui annule l'exponentielle et le log décimal qui annule la 10 puissance. Le log décimal sur une calculatrice, il s'écrit LOG. Alors moi, je sais que j'ai une vieille calculatrice où le log décimal s'écrit comme ça, avec une majuscule, et le log népérien s'écrit comme ça. Donc c'est relativement chiant, mais normalement, vous n'avez pas ce problème-là avec vos calculatrices vous actuelles. D'accord, je vais enlever ça. Donc là, on arrive avec notre calcul. Donc je vous ai dit, on vient de dire que ça s'annulait. Donc le log là va s'annuler avec le 10 puissance et il va nous rester 10 fois 12. Et donc ça fait 120 décibels. Donc là, c'est un son très violent. 1 watts par mètre carré, c'est beaucoup. Alors, normalement, dans ce sens-là, vous n'avez pas beaucoup de problèmes. Alors, juste un truc, pour vous expliquer, le seuil minimal, on l'a mis à 0 décibels. Pour la mettre à 0 décibels, on prend la formule et on va regarder ce que ça donne. Donc en fait, on a dit le seuil décimal, c'est I0. C'est l'intensité minimale qu'on peut s'entendre. Donc imaginons que je fasse I0 sur I0. Ben, ça fait du 10 fois log de 1. Et log de 1, ça vaut 0. Donc on retrouve 0 décibels. C'est pour ça que le I0, c'est le seuil minimal. 0, ça correspond à l'intensité pour qu'on ait un seuil de 0 décibels. D'accord? Pour rappel, 0 décibels, c'est vraiment audible, vraiment. 120 décibels, c'est une voiture, je crois que c'est un avion de chasse, on commence vraiment à avoir des dangers. Il y a des dangers à partir de 90 décibels. Alors, normalement, dans ce sens-là, ça va. C'est lorsqu'on vous dit quelle est l'intensité qui correspond à un niveau sonore, par exemple, de 100 décibels. Et c'est là, normalement, que vous êtes mauvais. Et vous êtes mauvais parce que vous êtes mauvais en maths. Et donc, on va prendre la formule. Donc, on écrit L égale 10 log de I sur I0. Et nous, on veut ça. C'est notre inconnu. D'accord? Et donc, pour y arriver, comment on fait ça? On remplace par ce qu'on connaît. I, on le connaît, c'est 100. 10 log de... Et I, c'est ce qu'on cherche. Et I0, c'est 10 puissance moins 12. C'est toujours 10 puissance moins 12, I0. Pas besoin de réfléchir. Allez, change de couleur, c'est la fête. Ensuite, on divise ici, donc je passe ça en dessous. Ah non, j'ai demandé du bleu. Pourquoi on ne fait pas du bleu? Ah ouais, c'est mieux. Et donc, on se retrouve avec du 10 égale log de I sur I0. Et donc, le problème, c'est que maintenant, il faut que j'annule mon log. Et comme on a dit que le log annule le 10 puissance et le 10 puissance annule le log, c'est des fonctions inverses, on va prendre 10 puissance des deux côtés. Donc, on va prendre 10 puissance 10 à gauche, ici, est égal à 10 puissance, entre parenthèses, log de I sur I0. Sauf que les 10 et les logs s'annulent, donc on se retrouve avec 10 puissance 10 est égal à I sur I0. Alors, je vais reprendre ici. Oh là, c'est pas une bonne idée, ça. Voilà. Alors, je disais 10 puissance 10, c'est I sur I0.
Et du coup, I0, c'est 10 puissance toujours moins 12. Donc ce truc-là, je le mets au-dessus. On retrouve avec 10 puissance 10 fois 10 puissance moins 12 est égal à I. Et du coup, j'en trouve que I est égal à 10 puissance moins 2. Ça fait 0,01 watts par mètre carré. Alors, pour rappel, hein, tout à l'heure, 120 décibels, on avait 1 watt. 1 watt par mètre carré. D'accord? Là, pour 100 fois moins, on a descendu de 20 décibels. Alors, un petit truc qui est pratique, c'est que si vous vous rappelez pas, imaginons 120 décibels, essayez de vous rappeler ça, 120 décibels, c'est 1 watt par mètre carré. Eh ben, si vous voulez savoir, par exemple, 80 décibels, combien ça fait de watts par mètre carré, sans refaire tout le calcul qu'on a fait juste avant, vous voyez que ici, pour passer de l'un à l'autre, il faut descendre de fois, on a fait diviser par 40. Oui, divisé par 40. Pardon, moins 40. Je vais y arriver. On a fait moins 40. Et ben, moins 40, c'est-à-dire qu'ici, il faut que vous fassiez divisé par 10 puissance 4. D'accord? C'est un moyen mémotechnique. 10 puissance 4, ici le 40. Et du coup, bah, vous trouvez la puissance à 10 puissance pour 80 décibels. Donc ça fait du normalement 1 10 moins 4. Et comme je suis pas trop sûr de mon truc, on va quand même revérifier. Donc ici, on repart un autre exemple. Imaginons 80 décibels. Donc 80 décibels est égal à 10 log de I sur I0. D'accord? Donc ça fait 8 est égal à log de I sur 10 puissance moins 12. Je prends 10 puissance des deux côtés, donc je me retrouve avec du 10 puissance 8 égal à I sur 10 puissance. Pardon. Je vais y arriver. Sur. Ah! Gomme. Pinceau. 10 puissance moins 12. Et donc on retrouve bien du 10 puissance moins 4 est égal à I. D'accord? Donc si vous voyez combien de décibels, vous retenez 120, c'est 1 watt. Ou alors vous retenez 0 décibels, c'est 10 puissance moins 12. Et puis comme ça, vous pouvez voir. Donc là, le 4, on le retrouve ici. D'accord? Donc quand vous divisez de 10 décibels, quand vous divisez, vous baissez de 10 décibels, pardon, vous divisez votre puissance par 10. Quand vous baissez de 20 décibels, vous divisez votre puissance par 100. Quand vous divisez de 30 décibels par 1000, etc. Ouais, alors l'intérêt de ce truc, hein, je le répète encore une fois, c'est que si on faisait une échelle classique en I, en watts par mètre carré, on serait vite embêté, parce que par exemple, entre une conversation, on est de l'ordre de 10 puissance moins 10, et un avion de chasse, on a dit on est à 1 watt. Entre les deux là, le calcul, ça fait 10 millions. D'accord? Par contre, le problème, c'est que représenter un graphique avec 10 millions, là, je peux pas, si je le mets à l'échelle, imaginez le nombre de crans qu'il faut que je fasse pour arriver à là. C'est pas possible, quoi. Alors, le truc, c'est qu'on s'est dit, bah voilà, on va prendre une nouvelle échelle, on va dire 10 puissance moins 12, c'est 0 décibel. Et ça correspond à 10 puissance, en fait, 10 puissance moins 12, pardon. Et ensuite, on y va 10 puissance moins 11. On a dit 10 puissance moins 11, c'est 10 décibels. 10 puissance moins 10, c'est 20 décibels, pardon, etc. D'accord? 30 décibels, c'est 10 puissance moins 9. 10 puissance moins 8, c'est 40 décibels, etc., etc., etc. Et donc cette échelle-là, on voit qu'en fait, on n'avance pas de manière graduelle, parce que là, on multiplie par 10 à chaque fois. D'accord? Entre chaque cran, on multiplie par 10 la valeur d'avant. Et donc c'est ce qu'on appelle ça une échelle logarithmique. C'est pas avec un i logarithmique? Bon bref, si c'est avec un i. Des questions encore là-dessus? C'est un chouïa plus clair? Bon, c'est pas évident sans tableau, sans rien d'autre, c'est pas évident. Donc, Susu, je t'avais pas vu.
Alors Sullivan, bonjour. C'est que j'ai pas vu Coralie, bonjour. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des trucs en particulier. Dites-moi sur quoi vous voulez bosser. En particulier, on va essayer de bosser ça. Alors, sur quoi vous voulez bosser? Dites-moi. Ceux qui viennent d'arriver. Alors pour info, hein, j'enregistre. Donc s'il y en a qui ont des soucis, dans la démo, dans un truc, on peut regarder sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche et sur le pouce bleu. Question, pas de sujet, il n'y a rien qui vous pose problème. Allô. Alors, ceux qui veulent parler, Coralie, si tu veux parler, tu as la flèche violette. Ah, le temps, la relativité restreinte. Aïe. Ok, voyons. Alors, ça c'est le thème qui est pas jobard. Pourquoi il n'est pas jobard? Parce que en fait, il y a des choses qu'il faut que vous admettiez. Alors, déjà, pourquoi est-ce qu'on a un souci? Le souci, c'est qu'on vous dit depuis que vous faites des sciences, que la vitesse maximale, c'est 3 × 10 × 8 mètres par seconde. C'est la vitesse de la lumière dans le vide. Donc là, on est d'accord. Ça, c'est le postulat de départ, qu'on appelle le postulat d'Einstein. On ne peut pas dépasser cette vitesse-là. Enfin, aucun objet physique ne peut dépasser cet objet-là. Alors, il y a des choses qui peuvent dépasser, mais c'est des choses qui sont pas porteurs de matériel, etc. Mais globalement, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que on ne peut pas aller plus vite que cette vitesse-là. Donc maintenant, imaginons que j'ai un train. Voilà, on va faire un train. Tchou, tchou. Un train, je sais pas, bref, ça ressemble pas à un train, mais c'est pas grave. D'accord? Un train fusée qui se déplace à une vitesse, je sais pas moi, de 1 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. D'accord? Ce train devant lui là, il a un phare. Il a une lampe. Cette lampe, elle émet donc de la lumière. Et cette lumière, elle sort du train à la vitesse de 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Et donc là, imaginons que vous ayez un bonhomme qui regarde ce train passer et qui veut mesurer la vitesse de la lumière qui sort du train. Ben, il va dire c'est pas compliqué. C'est 3 10 puissance 8 plus 1 10 puissance 8. Parce que le train se déplace déjà à 1 10 puissance 8. Et là, on voit que on arrive avec une vitesse supérieure à 3 10 puissance 8. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que on va dire que que la lumière qui sort du train va plus vite que la vitesse normale. C'est pas possible. On peut pas dépasser 3 10 puissance 8, quel que soit le référentiel. Ça, c'est un postulat de départ. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit Einstein? Il a dit en fait ce qui se passe. C'est la seule façon d'expliquer la chose, c'est que lorsque le train se déplace à une certaine vitesse, donc je reprends un train, je vais le faire un peu mieux ce coup-ci, d'accord? Et que si vous mettez une horloge dans ce train, 2, 3, etc., en fait, le temps dans ce train s'écoulera moins vite que pour quelqu'un qui aura une horloge à l'intérieur. À l'extérieur, pardon. C'est-à-dire, en gros, votre train, si vous êtes dans le train, votre temps, vous avez l'impression qu'il s'écoule à la même vitesse que tout le monde. Sauf que si vous prenez un chronomètre et vous l'enclenchez dans le train, et quelqu'un qui est pas dans le train, qui ne bouge pas, lui, enclenche le chronomètre, vous dites OK, vous arrêtez le chronomètre à 10 secondes, tous les deux, au même moment, et ben quand le train va s'arrêter, que vous allez regarder le chronomètre, et ben le chronomètre de celui qui est à l'extérieur, en fait, va mesurer un temps plus grand. Parce que le temps s'est écoulé moins vite dans le train, donc du coup, le chronomètre a tourné moins vite. Et ça, c'est vraiment véridique. Alors, comment on calcule l'écart de vitesse? En fait, tout simplement, vous avez une formule qui s'appelle le temps propre, le temps de l'objet en mouvement. C'est un nombre de fois le temps s'il était à l'arrêt. D'accord? Imaginons que, bon, on va prendre le cas du train. Donc le train, il se déplace à 1 10 puissance 8 mètres par seconde. Et vous, imaginons que vous vouliez mesurer une minute. Vous voulez savoir combien une minute, enfin en réalité, quel est le temps qui va se passer
Alors, je réexplique parce que c'est pas très clair ce que je suis en train de dire. Vous êtes dans un train, d'accord, qui se déplace à 1 10 puissance 8. Il y a un bonhomme ici, il lance son chrono dans la main, il enclenche son chrono, il compte 1 minute, d'accord. Et dans le train ici, il arrête le mec paraît dans le temps. Il y a ici, il y a un mec avec un chrono dans le train, d'accord. Il a aussi un chrono. Il lui dit, ok, ils enclenchent au même moment. Et quand lui, il a 1 minute, l'autre éteint aussi son chronomètre. Et moi, je voudrais savoir quel est le temps que va mesurer ce chronomètre-là, sachant que celui-là a bien mesuré 1 minute. Et ben, ici, le TP, c'est le temps du mec dans le train, et le T0, c'est le temps du mec à l'arrêt. Et donc, on va faire le calcul. Pour faire le calcul, on a une formule qui dit que gamma, c'est racine de 1 moins V carré sur C carré. C étant la vitesse de la lumière, 3 10 puissance 8. V carré, c'est la vitesse de la lumière, la vitesse de l'objet. Donc on fait le calcul, ça fait du 1 divisé par racine de 1 moins la vitesse donc du train, c'est 1 10 puissance 8, sur la vitesse de la lumière, 3 10 puissance 8, il ne faut pas oublier que tout ça, ça sera carré. D'accord? Donc là, on voit que ça fait du 1 divisé par racine de 1 moins, c'est 1 tiers, parce que ça simplifie. Donc il reste 1 tiers au carré, ça fait donc 1 neuvième. Et donc ça fait du 1 sur racine de 9 neuvième moins, ça fait du moins 1 neuvième, pardon, ça fait du 8 neuvième. Et ça, on fait le calcul parce que de tête, j'ai pas envie de le faire. 1 divisé par racine. Racine de 8 neuvième. Et on trouve 1,06. Alors j'efface. Donc ça fait 1 gamma est égal à. Donc je recommence 1 sur racine de 8 neuvième. Et ça fait environ 1,06. Et donc ça veut dire que concrètement, le temps mesuré par l'objet en mouvement, le mec dans le train, ça va être 1,06 fois la minute. Fois 1 minute, ça fait donc 1,06 minutes. 1,06 minutes, ça fait environ 1 minute et 4 secondes. Donc en gros, le fait que le train se déplace à la vitesse là, ben, le mec dans son train, quand il va arrêter son chronomètre, il mesurera pas 1 minute, il mesurera 1 minute et 4 secondes. Vous allez me dire, ouais, 4 secondes, on s'en fout, c'est rien. Mais par exemple, pour un satellite en orbite, un satellite GPS, s'il ne tenait pas compte de ça, vu qu'il tourne assez vite autour de la Terre, eh ben, il serait vite désynchronisé. On n'arriverait pas à avoir une synchronisation telle qu'on l'a. Donc les satellites GPS tiennent compte de ça. Et comment ils font pour tenir compte de ça? Ils ont leur propre horloge dans le satellite. Ils ont un satellite qui fonctionne, et il y a bien un décalage avec les deux, donc il y a une correction qui est faite, qu'ils puissent bien avoir le bon temps. D'accord? Et un autre exemple qui sort souvent dans les sujets de bac, c'est le muon. Le muon, en fait, c'est une particule qui est émise dans le Soleil. Et le muon, il a une durée de vie de l'ordre de 10 puissance moins 12 secondes, je crois, de mémoire. C'est-à-dire que normalement, quand il part du Soleil, je sais, je suis bien le Soleil, s'il arrive sur Terre, le muon, il ne devrait pas avoir le temps d'arriver, parce qu'il se déplace à peu près à la vitesse de il se déplace à, je crois, 2,9 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Et même s'il se déplace à la vitesse normale, vu son temps de vie propre, il ne devrait pas avoir le temps d'arriver jusqu'à la Terre. Mais vu qu'il se déplace à une vitesse très très grande, le temps pour lui s'écoule beaucoup plus lentement que pour nous, ce qui fait qu'il a le temps de nous parvenir. Il vit plus longtemps. Mais il vit plus longtemps dans notre référentiel à nous. Donc son référentiel à lui ne voit pas de différence. Si vous, je vous amenais la vitesse de la lumière quasiment, bah, vous pourriez vivre peut-être 200-300 ans pour quelqu'un qui bouge pas, mais vous, la vie que vous vivriez dans votre truc en mouvement, dans votre capsule en mouvement, pour vous, ce serait la même qu'actuelle. D'accord? Vous verriez pas de différence parce que tout s'écoule plus lentement. C'est là que ça devient un peu paradoxal. Alors pareil, hein, le paradoxe des jumeaux. Le paradoxe des jumeaux, vous avez entendu parler. Si on fait, imaginons qu'on prenne des jumeaux qui ont exactement le même âge, on en met un sur Terre, on en met un dans une navette spatiale qui fait le tour de la Terre plein de fois pendant très longtemps à très grande vitesse. Celui qui va redescendre, il sera plus jeune que celui-là. Parce que lui, le temps, ça serait coulé plus vite que le temps dans la navette. Donc on pourrait très bien avoir un jumeau qui est vieux puis un jumeau qui est jeune. Alors qu'ils sont nés au même moment.
Donc, dans Interstellar, le film Interstellar, je sais pas si vous l'avez déjà vu, bah, c'est exactement ça qui se passe. Ils ont vraiment raison de dire que ça se passerait comme ça. Il y a plein de trucs qui sont un peu, qui sont pas très 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 bons dans le truc, qui sont pas très réalistes, mais globalement, le truc là, en tout cas, est réaliste. Effectivement, si vous allez sur une planète qui se déplace très très vite, bah, le temps va s'écouler beaucoup plus lentement. Pour vous, pour la planète. Que sur Terre, par exemple. D'accord? C'est pour ça que dans le film, le père, quand il part à l'Interstellar à la fin, il revient, il est plus jeune que sa fille. Parce il s'est déplacé à des vitesses très très grandes. Du coup, le temps s'est écoulé moins vite pour lui. Et du coup, par rapport à quelqu'un sur Terre, bah, et qui est immobile, bah, le temps s'écoule plus vite sur Terre. Ouais, c'est plus clair ou pas? Ah, Emilien, bonjour Emilien. Sûr, ah, dites-moi, on est là pour bosser, donc vous avez des trucs qui ne vont pas, donc. Après voilà, en termes d'exercice, de toute façon, vous n'avez pas de bac, on s'en fout, mais globalement, voilà, ce qu'il faut vous retenir, c'est ça, c'est que le temps s'écoule plus lentement. Par après, si vous continuez les études, vous allez voir que c'est un chouïa plus complexe que ça, parce qu'il y a aussi l'espace qui se dilate. Mais on va pas rentrer dans le détail, d'accord? Dire qu'un mètre fait plus un mètre quand vous vous déplacez très vite. C'est voilà. Mais bon, globalement, voilà. Ce qu'il faut vous retenir, c'est que le temps s'écoule moins vite. Bon, ceci étant dit, vous avez d'autres questions? Vous voulez bosser sur quoi? Transformation en chimie organique. Alors, qu'est-ce que tu veux voir là-dessus en particulier? On va essayer d'aller voir sur un labo lycée un sujet à la rigueur. Oui, bon, bref, on s'en fout. Non, je sais plus c'est où, ça a changé ça? Oh, ça a changé, vite. Ah! Chimie organique, on va regarder ce qu'il y a en chimie organique. Alors, oh, la relativiste, la RMN, non, peut-être pas ça, vous voulez voir quoi plutôt? Transformation en chimie organique. Voilà. Des extraits de sujets. C'est ça que vous aimez pas, hein? La bonne chimie orga. Vu que l'on n'a pas cours physique, j'aurais aimé que vous expliquiez. Ok. Alors, on va faire comme ça. On va partir sur un sujet. Alors, la chimie orga. La chimie orga, par définition, c'est moche. Enfin, du moins, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas ce que je préfère. Il faut que vous compreniez qu'en chimie orga, il y a toujours un accepteur et un donneur d'électrons. Je m'explique. Imaginons, la base, elle se situe dans l'électronégativité. Si on prend la molécule d'eau, elle possède ici des doublets, c'est-à-dire qu'elle possède des électrons ici. 4 électrons non liants. Ça, vous l'avez déjà fait en première. Ici, vous avez des électrons qui sont partagés. C'est des électrons, c'est des électrons liants, enfin, c'est une liaison covalente. Là, c'est l'électron d'oxygène. D'accord? Je vais mettre en rouge les électrons d'oxygène. Et ça, en bleu, c'est les électrons de l'hydrogène. Donc là, ils sont gentils, ils se partagent leurs électrons, pas de problème. Sauf que dans votre tableau périodique, vous avez vu, si on fait un tableau périodique, en gros comme ça, en simplifiant, plus vous allez vers là et plus vous montez, plus l'atome, on va dire qu'il est électronégatif. Donc plus ça veut dire qu'il a tendance à vouloir gauler, c'est-à-dire piquer l'électron à un autre. Donc l'oxygène, lui, il est là, et l'hydrogène, il est là. Donc normalement, l'oxygène, il est plus électronégatif. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que globalement, ici, il va avoir tendance à attirer à lui un petit peu l'électron de l'hydrogène. Pas suffisamment pour lui piquer complètement, hein, pas suffisamment pour le transformer en ion, mais il va quand même lui piquer. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait, votre oxygène ici, il va se retrouver globalement un petit peu chargé négativement, d'accord? Et eux vont être chargés positivement. Donc ils vont être delta plus, et lui va être 2 delta moins. Il a piqué un delta plus à gauche et un delta plus à droite. Ça, vous l'avez déjà vu l'année dernière pour la polarisation. Pour tout ce qui était liaison polaire, apolaire, etc. Là, je crois que votre prof était vachement bien. Et normalement, il avait dû faire ça bien, théoriquement. Que c'était un mec vachement bien. Donc, on va regarder par exemple ici
des exemples de... Il était bon, hein. En plus, il était super joli et tout, enfin sexy et tout. Enfin, c'était un super prof. Et avec un humour énorme. Bref, allez, on va prendre l'exercice là. On va essayer de comprendre ce qui se passe dans ce bordel-là, d'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pas m'amuser à recopier tout le truc. On va faire un copier-coller du truc là, comme ça on pourra dessiner dessus. Oh là, non, ça va pas le faire. J'ai pas vu qu'il est passé par là. On va faire comme ça, copier. Vous avez vu ce technicien un peu? Là, vous êtes impressionné, hein. Attends, on va faire, hop, enlever le truc là qui sert à rien. Et le truc là qui ça sert à rien. Et ça, on va essayer de le déplacer au milieu. Voilà. Alors, mais que se passe-t-il? Comment est-ce qu'on arrive de là, de ces deux trucs-là, à ce truc-là? En fait, ici, ce qui va se passer, c'est que on a dit, il faut toujours vous dire lequel est le plus électronégatif. Le plus électronégatif, c'est l'oxygène. L'oxygène, il a donc tendance à piquer les électrons. D'accord? Du carbone. Le carbone est moins électronégatif. Sauf qu'au même moment, lui, on voit qu'il est négatif. Donc lui va chercher un côté positif. Si vous voulez, le truc là est globalement un petit peu positif. D'accord? Lui, il est négatif. Donc le truc là, spontanément, il va aller du côté là. Il va aller pousser là. Donc il va venir, le moins va venir ici. Et il va venir se coller du côté du plus. Sauf que le plus, lui, l'électron qui est là, il était déjà un petit peu attiré par le carbone. L'oxygène, par contre, du coup, ben, il va se dire, il n'y a pas de souci, je peux y aller. Donc y aller, c'est-à-dire que vous allez faire une petite flèche pour dire cet électron, il va venir ici. Donc celui-là, il vient ici. Alors, concrètement, je vais faire un petit zoom, parce que là, c'est là que c'est pas très très évident. Je déplace ce bordel-là, et je vous explique ça. On va s'occuper du truc là. Le R, C, O, et puis le truc là, on s'en fout un peu, on s'en occupe pas. Ici, je vais mettre... Je peux pas faire des petits ronds là, non? Si je peux faire un pinceau plus gros, pas moyen de faire un pinceau plus gros, non? Non, je veux pas. Non, je peux pas. Il a fait un pinceau plus gros. Alors, je vais faire en rouge les électrons de l'oxygène. D'accord? Je vais faire en bleu les électrons du carbone. Alors déjà, on voit que le carbone a bien 4 électrons. Je vous rappelle que si vous faites ces couches électroniques, le carbone, il est K2L4. Ouais. L'oxygène, lui, il est, je vous rappelle, K2L6. Il a bien 6 électrons sur sa couche externe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout le monde est content. Alors, ce qui va se passer, je l'ai dit ici, il y a un électron qui va arriver par là. Hein, une charge moins. Donc le carbone ici, lui, il veut jarter son électron. Mais en fait, son électron là qui est bleu va devenir un électron rouge. Donc concrètement, ce qui va se passer, eh ben en fait, elle est où ma gomme? Ah, je peux plus, il faut que je fasse comme ça. Attendez. Ah, voilà, comme ça ma gomme elle est de retour. Ici, cet électron qui était là, en fait, il va devenir rouge. Il va devenir rouge. Et comme il devient rouge et qu'il y avait déjà un autre rouge qui traînait, et ben en fait, on va se retrouver avec 2 électrons rouges. C'est ce qu'on appelle un doublet non liant. Donc en fait, on se retrouve ici avec un atome. Il y a 3 doublets non liants. Les 3 doublets non liants là. D'accord? Et sauf que maintenant, si on compte, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il ne respecte plus son truc de départ. Donc il est chargé négativement. Ça devient donc un oxygène avec 3 doublets non liants et donc une charge moins. Le carbone, lui, il était plus au moment-là. Mais il est plus longtemps parce qu'il y a le moins qui vient se lier avec lui. Donc en fait ici, le moins qui était là, c'est-à-dire l'électron qui était en trop, qui est un électron rouge qui était là par exemple, d'accord? Cet électron rouge là, il va se transformer en électron bleu pour venir ici faire la liaison avec le carbone. En fait, l'oxygène là va lui donner un électron. Est-ce que c'est plus clair? Ou est-ce que c'est encore le bordel dans votre tête? On fait une autre explication?
On fait... Alors, je sais pas lequel on fait. Ouais, on fait celui-là. Là. On va le faire en gros, sinon il va être horrible. On va le faire en mode... voilà. Capture. Lui, il est encore en bas. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, hein, je répète, ils sont arrivés en retard. Je mettrai le truc sur YouTube. D'accord? J'ai une chaîne, donc voilà, vous pouvez regarder ça à tête reposée quand vous voudrez. Alors, comment ça marche ce truc-là? Ça n'a pas l'air joli. Pourtant, c'est pas bien dur. Enfin, une fois qu'on a compris. On essaie de comprendre. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on regarde déjà ce qu'on obtient. Ici, le moins, il pourrait venir ici. Mais c'est pas ce qu'on va observer. Ce qu'on va observer ici, pourquoi ça le fait ou ça le fait pas, ça dépend du R'. C'est pas forcément tout le temps le cas. Parce que si le R' est très gros, en fait, le moins va être dilué, du coup, il sera pas assez euh, disponible pour venir attaquer le carbone là. D'accord? Si le truc est très gros, c'est comme si en gros, j'avais une grosse molécule géante avec un petit moins planqué là, bah, le moins va pas pouvoir venir ici. Il va pas y arriver. D'accord? Donc selon la taille du R', ou alors qu'il est plutôt chargé négativement, plutôt positivement, etc., le moins sera peut-être pas suffisamment agressif, entre guillemets, pour venir attaquer le carbone. Donc c'est ce qui va se passer là. Ce qui va se passer là, en fait, c'est que ça va se faire en deux étapes. Ici, on avait donc les 4 électrons de mon carbone. De mon oxygène, pardon. Mais 6 électrons, pendant mon oxygène, je vais y arriver. Et là, on a l'électron de mon hydrogène. Ben, ce qui va se passer, c'est que l'électron là, celui-là, il va se transformer en électron rouge. Et on va le retrouver ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vu que maintenant il en a 7, on va mettre un moins pour dire qu'il est chargé. Pardon. Je dis n'importe quoi. On les retrouve ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc il est chargé négativement. Le truc, c'est que maintenant on a un H+ qui va se passer. En fait, ce qui va se passer, c'est toujours. Alors, ce qu'il faut, ça, c'est une règle aussi d'or à retenir. C'est toujours l'électron qui va venir attaquer le truc positif. Donc, lui, on voit qu'on se retrouve avec un H, mais un H qui n'a plus d'électrons. Donc, un H+, si vous voulez. Et donc, lui, il va venir attaquer ce H+. Et donc, en fait, ici, si vous aviez 7 électrons, et je vais en mettre un en vert, si vous voulez, pour que vous compreniez. L'électron vert, là, ici, il va le donner au H. Et donc, on le retrouve ici, cet électron vert. Et ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons. Les 6 sont rouges, là. D'accord? Là, vous avez le purple, le R' qui reste là. Ça va? Et donc, le bleu, alors là, si on regarde le bleu qui est passé là, bah, vous l'allez retrouver là, quoi. C'est toujours le moins qui attaque le plus. Donc là, lui, vu qu'il est électronégatif, il a piqué son électron au H. Vu que le H est devenu positif, bah lui, il en profite pour venir lui donner son électron, puisqu'il en a un trop. Oui? Non? Alors, je sais pas trop ce qu'il disait dans la correction. Dans la correction, voilà, il le faisait comme ça, voilà. Exactement ce qu'on a fait nous. Vous voyez? Est-ce que c'est plus clair? Ouais, non? Tu fais d'autres? Ça, c'est la correction. Bon, alors, la chimie orga, hein, c'est vraiment un gros morceau de la chimie. Parce qu'il y a plein de réactions particulières, il y a plein de noms particuliers, de types de réactions, etc. Mais voilà, en terminale, ce qu'on vous demande, ça sera pas plus compliqué que ça, que je viens de vous faire. Essayez de bien comprendre, voilà, que quand vous avez un truc électronégatif, ben, ce truc électronégatif va venir piquer un petit peu l'électron, et pour un peu qu'il y ait un truc qui l'aide, alors en réalité, ce qui se passe, c'est que les deux se font en même temps. Alors, des fois, ça se fait en même temps, des fois, ça se fait pas en même temps. Ça dépend du type de réaction. Des fois, ça se fait en 2 étapes, des fois, ça se fait en une étape. Ça se fait en 2 étapes, par exemple, c'est ce qu'on appelle une substitution nucléophile. Et si ça se fait en 2 étapes, c'est ce qu'on appelle une substitution nucléophile 2, par exemple.
Mais ça, c'est des choses que vous verrez quand vous irez à la fac ou en prépa ou je sais pas quoi. Et vous penserez à moi quand le prof il vous parlera de ça et vous direz qu'est-ce que c'est moche la chimie organique. Qu'est-ce que vous voulez bosser d'autre tant qu'on est là? Les autres, vous n'avez rien de particulier à bosser? Dites-moi, hein. La RMN, l'infrarouge, je sais pas. Alors le transfert d'énergie. Ok. Alors, transfert d'énergie, ça va être dans quoi ça? On va mettre un transfert d'énergie, on va regarder un peu le sujet. Transfert d'énergie. Le flux thermique ou passage énergie potentielle, énergie cinétique, etc. Ou la pompe à chaleur, ou tout ça, ou tout ça, ou tout ça. Le transfert d'énergie, ça peut être que une balançoire, ou vraiment l'énergie thermique, etc. Dites-moi. Oui, non. Je sais pas, moi, dites-moi, est-ce que c'est l'énergie cinétique potentielle, pesanteur, etc. Ou comment ça marche une pompe à chaleur, le transfert à travers une surface, je sais pas. Moi, c'est trop vaste le transfert d'énergie. Bon, là, eux, par exemple, ils ont fait avec le transfert d'énergie avec la chaleur, mais la cinétique, avec une balle en mouvement, etc. Voilà. Ok. Alors, on va prendre un exemple. Imaginons que, en fait, au tennis, par exemple, les plus grands serveurs, ceux qui servent le plus fort, c'est des mecs qui font plus de 2 mètres. Par exemple, Isner, etc. Pourquoi est-ce qu'ils servent plus fort? Alors déjà, parce qu'ils tapent plus fort dans la balle, ça c'est normal. Mais imaginons qu'ils arrivent à envoyer une balle à, alors attends, je fais le calcul, 60 à peu près, allez, 60 mètres secondes. Et cette balle, elle va aller sur le terrain, d'accord? Elle va passer le filet. Ah, c'est une catastrophe, mes dessins, c'est encore pire que quand je suis au tableau. Donc, le filet, elle va venir toucher, la balle, elle va faire, qui va venir sur le filet. C'est un filet là, au cas où vous l'auriez pas vu. Et donc, on va essayer de calculer la balle, la vitesse de la balle. Ok, bon, on fera l'énergie thermique après. Donc là, je vais juste calculer pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'un mec qui fait 2 mètres, il sert plus fort qu'un mec qui fait pourquoi est-ce que Mimi Mati, par exemple, servirait moins fort que John Isner? Alors, imaginons qu'on prenne l'énergie du départ. Au départ, l'énergie du départ, c'est l'énergie potentielle de pesanteur de la balle plus l'énergie cinétique, c'est-à-dire la vitesse de la balle plus l'énergie parce que la balle est en hauteur. Ça, vous le savez depuis longtemps. Plus la balle elle est haute, plus elle a une énergie potentielle en elle. Parce que si vous prenez un objet que vous mettez en hauteur et que vous le lâchez, cet objet il possède une certaine énergie. On l'appelle énergie potentielle parce qu'il la possède sans être en mouvement, sans rien. Donc c'est une énergie potentielle. Et quand tu veux la lâcher, cette énergie potentielle va se transformer en énergie cinétique. Et donc concrètement, oh, c'est un carnage là mes dessins. Concrètement, on va prendre l'exemple là. Imaginons que le mec il lance la balle et qu'il la frappe à 3 mètres de haut. C'est pas choquant, hein, un mec qui fait 2 mètres avec un bras de 60 cm, une raquette de à peu près 60 cm, on n'est pas loin des 3 mètres. L'énergie potentielle de pesanteur de la balle, elle vaut mgh. D'accord? Et l'énergie cinétique de la balle, c'est 1,5 de mv carré. C'est des formules que vous connaissez déjà. Donc l'énergie de départ, si on suppose qu'il n'y a pas de frottement, est égale à l'énergie de l'arrivée. D'accord? Et l'énergie de départ, on a dit, c'est mgh, c'est ça, l'énergie potentielle de pesanteur, plus l'énergie du départ, l'énergie cinétique, on va l'appeler mv1, 1,5 de mv1.
Donc le V1, pour rappel, hein, c'est le vitesse de départ, c'est le 60 mètres secondes. Je dis combien 60 mètres secondes? Ouais, ça peut être ça, ouais. Donc pendant, et ça, c'est égal à l'énergie qu'elle a. Et à l'arrivée, la balle, elle touche le sol, donc elle a plus d'énergie potentielle de pesanteur. Tout se transforme en énergie cinétique. Et du coup, aussi, ce serait une nouvelle vitesse, V2. Et donc ici, si ma balle, on voit qu'on peut simplifier par M, on voit que ça dépend pas de la balle, du coup. Que sur le poids de la balle, ça change rien. Et donc, si tape N, donc on va voir qu'en fait, alors je reprends la formule. On a donc GH, G fois H plus 1 demi de V1 au carré est égal à 1 demi de V2 au carré. Et là, je remplace par ce que je connais. Donc, on a dit G, c'est 10 en arrondissant. H, c'est 3. 1 demi de 60 au carré est égal à 1 demi de ce que je cherche au carré. Et donc, on voit que ça fait 30 plus 60 fois 60, ça fait 3600 divisé par 2, ça fait donc, j'en suis où là? 1800, d'accord? Est égal à 1 demi de V carré, de V2 au carré. Et donc 1800, ça fait 1830, est égal à 1 demi de V2 carré. Et donc on voit que V2, c'est racine carrée de 3660. Et on voit que finalement, ça change pas grand-chose en vitesse. En gros, même s'il tape très haut, ça rapporte un peu d'énergie, mais pas énormément. Racine carrée de 3660, pardon. Ça fait, voilà, 60, ça fait 60 et demi. Donc en gros, il a gagné 3 ou 4 km heure. Mais 3 ou 4 km heure, ça peut jouer sur un service, quelqu'un qui tape, en 3 ou 4, là on est, voilà, un demi mètre seconde en plus. En réalité, voilà, il tape un peu plus fort que ça, et donc du coup, on va peut-être avoir un gain de 5-6 km heure, donc parfois 10 km heure en tapant vraiment fort. Ce qui fait qu'un mec qui va taper la balle à 3,50 m de haut en sautant, etc., il va peut-être pouvoir dépasser de 7 ou 8 km heure la balle. Et 7 ou 8 km heure sur un service à 200, bah, c'est pas mal. D'accord? Donc concrètement, si on fait un graphique de ce truc-là, au départ, on avait une énergie cinétique, on va mettre l'énergie cinétique de départ qui est comme ça. D'accord? En fait, toute l'énergie potentielle de départ, je vais la mettre en vert, l'énergie potentielle. La balle, elle est à une certaine altitude, et la balle, elle va descendre, donc l'énergie potentielle va chuter. Contre l'énergie cinétique de départ qui était là, elle va augmenter. Normalement, c'est l'inverse, hein. L'énergie, c'est pas les mêmes échelles, c'est des échelles différentes. Parce que normalement, l'énergie cinétique est bien plus grande que l'énergie potentielle au départ. L'énergie cinétique, elle va augmenter un petit peu au fur et à mesure que l'énergie potentielle décroît. D'accord, on va faire autrement, parce que là, du coup, c'est pas beau ce que j'ai fait. C'est chiant. L'énergie mécanique, donc je vous rappelle que l'énergie mécanique totale, c'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc au départ, donc ça c'est au cours du temps, d'accord? Au cours du temps, j'avais un petit peu d'énergie potentielle et un petit peu d'énergie et beaucoup d'énergie cinétique. L'énergie cinétique potentielle, elle va diminuer comme ça. Alors normalement c'est une droite, hein, on est d'accord. L'énergie cinétique, elle va augmenter un petit peu. Et si on fait la somme des deux, en fait, on a une truc qui est constante. C'est la somme des deux. D'accord? Donc l'énergie mécanique est conservée. Si on néglige les frottements, en réalité il y a des frottements, donc la balle est ralentie, etc., etc., etc. Et en fait, on va négliger les frottements pour nos calculs. Donc là, c'est la cinétique. Est-ce que c'est plus clair? On passe à la thermique. Alors, la thermique. Qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, le thermique. Le thermique, transfert thermique. Je vois, j'ai une piscine. Ton dit chéri, c'est quoi ça? Voilà. Comment faire? Bon, euh, déjà, faut comprendre. Alors, il y a deux choses en transfert thermique. On va déjà regarder l'énergie. Par exemple, une pompe à chaleur. Imaginons que vous ayez une piscine. D'accord? Vous avez une piscine. Cette piscine, vous voulez la chauffer. Pour chauffer cette
l'eau de cette piscine, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous prenez un truc, une résistance avec du courant, d'accord, avec un générateur de courant, et vous faites passer de l'eau là-dedans, et donc ça chauffe l'eau et ça produit de la chaleur. Donc là, vous créez une énergie thermique. Votre énergie thermique, elle est créée totalement à partir de la chaleur, donc du courant, d'accord. Et l'énergie thermique produite, elle vaut RI carré. Donc ça, c'est l'énergie que vous dépensez. C'est l'énergie thermique créée par la résistance. Donc il faut envoyer une grosse intensité avec une grosse résistance pour faire le maximum d'énergie thermique. Mais là, c'est pas rentable. Pourquoi c'est pas rentable? Parce que déjà, vous avez des pertes, etc. Mais nous, on voudrait pouvoir utiliser la chaleur de l'extérieur. Concrètement, comment ça marche une pompe à chaleur? À l'extérieur, vous avez de l'énergie. Une pompe à chaleur, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va utiliser la chaleur. Ah, si c'est dans ce sens-là, j'aurais fait autrement. Donc je lui dis, non, c'est dans l'autre sens, c'est ça? Non, c'est partir de la tête. Il veut pas, hein? Bon, c'est pas grave. Ici, en fait, à la chaleur, vous avez l'extérieur. Donc, à l'extérieur, il fait 20 degrés. D'accord? S'il fait 20 degrés à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il y a de l'énergie thermique à l'extérieur. En fait, la pompe à chaleur, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va utiliser l'électricité, donc le courant de l'électricité, d'accord? Elle utilise de l'électricité pour prélever la chaleur de l'extérieur et l'envoyer en partie dans la piscine. Alors, comment ça fonctionne ce système? Et c'est cool parce que l'énergie extérieure, vous ne la payez pas. Comment ça fonctionne? Et ben en fait, dans votre pompe à chaleur, vous avez un circuit, c'est exactement comme un frigo. Vous avez un circuit avec un compresseur. Donc là, c'est le compresseur. Ce qui va se passer en fait, c'est que ici, vous avez de l'eau, un gaz sous pression qui arrive, un gaz liquéfié. Le gaz liquéfié, vous allez le faire passer dans un tuyau, vous allez augmenter la taille du tuyau. Ce qui fait que le gaz, enfin le liquide, le gaz qui est sous forme liquide, va se transformer en gaz, sous forme gazeuse. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais bon. Donc le liquide se transforme en gaz, en vapeur, et ce qui fait qu'au moment là, ce truc-là va devenir froid. Oui, non. C'est le même phénomène que vous avez dans votre déodorant le matin en bombe. Quand vous appuyez, la pression diminue, d'accord? Vous transformez du liquide en gaz et il a besoin d'énergie. Donc il va puiser l'énergie de l'extérieur. Il va se refroidir, donc il va pomper de l'énergie. Qui va arriver. Donc il va pomper de l'énergie, d'accord? De la chaleur extérieure. La chaleur de l'extérieur va se retrouver dans le circuit, sous la forme d'un gaz sous pression. Au niveau du compresseur, ici, votre compresseur, lui, il va relâcher cette chaleur. Quand il va comprimer, il va chauffer. Il va recomprimer l'air. Il va chauffer d'autant plus fort qu'il y a du gaz à récupérer. Donc il va re-rendre, il suffit ici de faire passer votre tuyau d'eau chaude au niveau du compresseur, vos tuyaux d'eau froide. Donc là, vous avez de l'eau froide qui arrive. Au niveau du compresseur, vous allez avoir de l'eau chaude qui va sortir. On va refroidir le compresseur avec de l'eau. Et donc on fait un cycle comme ça sans fin. En fait, la chaleur, elle est absorbée à l'extérieur. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que si on met un ventilateur, ici pour évacuer l'air froid. Parce que si vous laissez trop d'air froid, en fait, on le met derrière et en fait, c'est l'air chaud qui va rentrer par derrière et qui va réchauffer. Si vous faites pas ça, vous allez avoir de la condensation, ça marchera pas bien. C'est pour ça qu'une clim, par exemple, une pompe à chaleur, la piscine, elle va évacuer de l'air froid. La clim que vous avez dans votre voiture, c'est l'inverse. En fait, la clim d'une voiture, c'est le même phénomène. Elle va dans la voiture, la clim, elle va puiser, il y a un ventilateur en fait qui va faire le même phénomène que ça. Sauf que là, nous, on va puiser la chaleur de la voiture pour la mettre à l'extérieur. En fait, ça revient à faire un transfert thermique. C'est donc ça qui est génial dans une voiture. Si vous avez une voiture avec une clim, en fait, la clim, elle va pomper l'énergie chaleur de la voiture pour la mettre dehors. Quand elle crée pas du froid. Une clim, en fait, elle va déplacer la chaleur d'un endroit à un autre. Et votre frigo, c'est exactement ce qui se passe dans votre frigo en ce moment. Vous ne vous rendez pas compte. Mais votre frigo, la seule chose qu'il fait, c'est prendre la chaleur qui est dans le frigo pour la mettre derrière le frigo. C'est pour ça qu'on appelle ça une pompe à chaleur. Ouais. Comment ça marche un frigo? C'est une clim. Un frigo, c'est comme une clim. En fait, derrière, vous avez ici un serpentin
qui va dilater, qui va donc absorber la chaleur. Pardon, le serpentin, il est dans le frigo, si je dis des bêtises. Le serpent, oui, il est dans le frigo, il est au fond du frigo, ici. Tac. Et vous allez avoir un compresseur dans le bas du frigo qui va comprimer. Et donc la chaleur qui est absorbée du truc, elle va ressortir derrière au niveau du compresseur. C'est pour ça qu'il faut jamais trop coller un frigo contre un mur, parce que sinon vous allez avoir des traces, etc. Ouais, on est bon ou pas? Alors ça, c'est pour le côté transfert thermique. Maintenant, pour terminer, un dernier truc, résistance thermique. Ça, vous avez dû voir ça entre deux parois. Par exemple, dans une maison, il fait 20... Oh, je vais faire un carré puisque c'est un carnage. On va faire ici une maison. Et voilà, ce talent, une maison, d'accord. Et cette maison, dedans, il fait 30 degrés. D'accord. Et à l'extérieur, il fait chaud dans la maison, hein, et à l'extérieur, il fait 10 degrés. Et moi, je voudrais savoir quel est le transfert thermique, quelle est l'énergie qui passe au travers de mon mur. Et en fait, vous avez vu que c'est l'énergie, elle dépend de ce qu'on appelle de la résistance thermique. Euh, alors, on va reprendre un sujet. Je sais pas si c'est... attendez, notre truc, on va regarder là-dedans. Si on part d'isolation. Acoustique. Mettons passive. Peut-être ça, on va voir un sujet. Voilà, vous avez les R, la conductivité, etc. En fait, pour savoir la résistance thermique, le flux thermique, voilà, c'est la quantité de chaleur qui passe en un temps. Donc souvent, voilà, vous avez les formules qui sont données. Donc les formules qui sont données, elles sont les suivantes, elles sont notées là. Donc le flux thermique, c'est combien d'énergie va pouvoir traverser en combien de temps. Donc nous, le but du flux, c'est qu'il soit le plus petit possible, parce qu'on ne veut pas que la chaleur aille à l'extérieur. D'accord? Notre but. Et ici, c'est précisé, on vous rappelle que le flux, il vaut la température à l'intérieur moins la température à l'extérieur sur la résistance thermique. Alors là, la résistance thermique, en fait, c'est plein de formules mélangées, mais la résistance thermique, elle est notée, normalement, la formule, elle est là. On va la réexpliquer. C'est E sur lambda S. Alors là, c'est pas très compliqué. En fait, ça vous paraît très moche, mais il n'y a rien de trop violent. La résistance thermique, en fait, chaque matériau a sa propre résistance thermique. C'est en gros, est-ce qu'il isole ou pas bien. Plus le matériau a une résistance élevée, mieux c'est. Qu'est-ce que c'est la résistance thermique? Elle se calcule en fonction de trois paramètres. E, lambda et S. La résistance thermique d'un mur, par exemple du mur là, va dépendre déjà de l'épaisseur du mur. Plus le mur est épais, plus la résistance thermique est grande. Ça paraît logique. Ça va aussi dépendre de la surface. Plus le mur est grand, plus il va y avoir de fuite. Donc moins il va résister. D'accord? Donc c'est pour ça que quand un truc qui est pas trop isolant, bah, vous allez essayer de faire un trou le plus petit possible. Et il dépend surtout d'un dernier truc, le lambda. Et le lambda, là, c'est le seul facteur sur lequel on peut jouer, parce que dans une maison, l'épaisseur, on peut toujours rajouter une épaisseur d'isolant, ça c'est pas trop le problème. Mais la surface, si le mec il veut faire une grosse maison, il fera une grosse maison, point barre, on peut pas faire autrement. Par contre, le lambda, lui, on peut y jouer. Et le lambda, en fait, il dépend du matériau qu'on veut utiliser. Et donc, par exemple, si vous regardez ici, le lambda d'une vitre, il est pourri. 0,023, c'est pas terrible. Une vitre simple. Par contre, euh, si on commence à prendre un mur avec, par exemple, le mieux c'est voilà, de la cellulose, du chanvre, etc. La cellulose, on a un lambda de 0,35, donc c'est vachement bien. La brique remplie en plâtre, ça fait 0,8. Un enduit, etc. On peut avoir des lambdas qui sont très grands. Donc, plus le lambda est grand, mieux c'est, parce que plus ça va isoler. D'accord? Par exemple, là, si je veux calculer le flux thermique de mon truc, imaginons que j'ai fait un mur en, je sais pas en quoi, allez, en cellulose, donc c'est-à-dire en laine de verre. On peut faire le calcul, le flux thermique de mon truc, qui va traverser mon mur, ça va être température intérieure, donc c'est 30 degrés, moins température extérieure, 10 degrés, on avait dit, sur résistance thermique. Et la résistance thermique, elle vaut, donc on va dire qu'on met, je sais pas moi, 15 cm, donc 0,15 mètres d'épaisseur sur, on avait dit un truc à 0,35. Et la surface, on va dire que c'est une maison qui fait 3 mètres de haut sur 5 mètres de large. D'accord, le mur qui est là.
Donc ça fait 15 mètres carrés. Et donc on va pouvoir calculer combien ça fait ça. 0,15 divisé par 0,35 fois 15. Et on obtient 0,028. Ça fait un R de 0,029. Et donc, c'est des, je sais plus c'est en quoi, c'est en boîte, machin, blabla. Et donc, on va avoir un truc qui vaut 20 sur 0,0029. Et donc, on va avoir notre flux. Alors, bon, le chiffre en soi, on s'en fout un peu. Enfin, à peu près 690. Important, c'est que, on voit que plus ce chiffre-là est petit, oui, plus le chiffre-là, plus la résistance est petite, plus le flux va être grand. Et donc, chez vous, si vous voulez bien isoler une maison, il faut essayer de choper un truc le plus grand possible. Il faut avoir un chiffre le plus grand possible. Et donc, par exemple, si vos parents ils ont fait isoler les combles ou je sais pas quoi, vous isolez les combles, les mecs ils vont vous dire ok, bah nous, en fait, pour avoir droit aux primes de l'État, ils disent il faut avoir un R de 3, je crois. Je sais plus c'est combien le R. Et donc, en fait, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une certaine épaisseur suffisante en fonction des matériaux pour avoir ce R. Donc, par exemple, si vous voulez faire un truc en mur de polyuréthane, vu que le polyuréthane est très isolant, bah, il faudra faire un petit plafond qui sera très fin, de l'ordre de 10-15 cm. Par contre, si vous voulez faire un truc en ouate de cellulose, en coton, je sais pas quoi, eh ben, vous allez avoir une épaisseur d'isolation qui va être de l'ordre de 30, 40, 50 cm. Mais pour avoir le même résultat final. D'accord? Et donc, en fait, là, on va jouer sur l'épaisseur. Parce que si votre truc, il isole moins, si le lambda est trop petit, il va falloir augmenter l'épaisseur pour compenser, pour avoir une résistance thermique équivalente. Donc, la surface, elle ne change pas, parce que la surface, elle est liée à votre maison. On peut pas jouer sur la surface de la maison. Est-ce que c'est clair? J'espère à peu près. C'est bon? Bon. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui, si ça vous va? Ou on continue un peu, comme vous voulez, dites-moi. Soit on continue un peu, soit on s'arrête et puis on reprend, je sais pas, une autre fois dans la semaine, mais préparez vos questions à l'avance. Ok. Bah, je sais pas, moi jeudi. Vous va jeudi? Même heure? Ok. Bah, faites passer le mot à, je sais plus que c'est qui manque là. Donc Emilien est là, il manque, j'avais dit qui? Je sais plus. J'avais dit, il manque Kevin et Lilian, c'est ça? Alors la chaîne c'est Monsieur Bucher. Il y a des vidéos de première, de seconde aussi. Et si vous voulez me contacter, bah, vous pouvez me contacter. Alors, bah, le mieux, attends, je vais vous donner carrément mon adresse. Je la note là, ça ira plus vite. Donc, si vous voulez m'envoyer un mail pour me dire ce que vous voulez bosser, mess.fr, voilà, vous avez mon mail. Comme ça, vous pouvez m'envoyer un mail si vous avez des questions, etc. Donc, on se dit jeudi 14h. Ok? Passez le mot. La vidéo, je la mets en ligne tout de suite. Comme ça, vous l'avez. Et puis, le temps qu'elle soit dispo. Allez, bonne journée, j'espère que tout va bien pour vous. Protégez-vous bien, restez bien à l'abri et à bientôt. Bonne journée.